ma destination. Pas de compétition ni discussion, c'est ça ma vision. Ma mission, yo, évitons les munitions. MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, Nao et Tambour. Plus d'infos au mr63.ca. Ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes comme Philippe Braque, Fouki, Jeanne Abed, Lou-Adrienne Cassidy, Half Moon Run, Les Sœurs Boulay, The Saddies, Dominique Fils-Aimé, Loud, Saramé et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Vis et vivre l'expérience FME, une présentation de SiriusXM en collaboration avec Québecor. Du 20 au 25 août, le festival Mutech présente 6 jours et nuits d'expériences électrifiantes, mettant en vedette plus de 80 artistes innovants en musique électronique et en art numérique. Pour ses 20 ans, Mutech accueille notamment Tim Hacker et Konolu Ensemble le 21 août au Théâtre Maisonneuve, Ouri et Dina Abdelwahed le 23 août au Studio des 7 Doigts, et 3 soirées rythmées au MTLUS avec Circle of Life, Blawan, Jlin, Nicolas Cruz, Project Pablo et bien plus. Pour plus d'informations, visitez mutech.org ou téléchargez notre application. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What a Day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Fait que là, j'ai dit à Julien, ben là, faut que moi je reste ici là pendant que toi tu vas la chercher. Puis il m'a dit, oui. Fait que voilà comment l'émission commence. Vous êtes bien Décidérez ce matin avec votre serviteur Nicolas, et on a une belle émission aujourd'hui pour la sortie de Jeune Juliette. Mais pour l'instant, malheureusement, Anne Aymon ne parvient pas à trouver l'entrée de l'UQAM, même si elle a étudié ici dans le passé, parce que pour une raison obscure, comme c'est souvent le cas à l'UQAM, ils ont décidé de tout barrer les portes, excepté la petite porte magique qu'il faut connaître à peu près en face du AEW. Mais là, puisque cette chère Anne avait besoin d'un petit peu plus de direction de la part de Julien, puisque j'imagine ça fait un moment qu'elle est venue ici. Comme vous voyez, il y a personne en studio pour ceux qui nous écoutent live. Donc là, Julien est parti la chercher et il m'a laissé aux commandes de l'émission pendant ce temps-là. Donc on va quand même avoir une belle émission avec beaucoup d'invités. Le studio va se remplir très prochainement, même s'il est assez vide pour l'instant. Et je me suis dit, je vais pouvoir faire quelques petites nouvelles brèves que je n'ai jamais le temps de faire parce que, on me coupe la parole. Et là, il n'y a personne pour me couper la parole. Et d'ailleurs, là-dessus, j'avais été un petit peu déçu puisque durant le live qu'on a fait au Monument National dans le cadre de ZooFest, j'avais fait une chronique un peu synthèse sur toutes mes chroniques sur la politique thaïlandaise parce qu'il s'était quand même passé pas mal d'affaires depuis que j'y avais retouché.
Et là, malheureusement, malgré tout mon PowerPoint tout bien préparé, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc, je vous le dis tout de suite, ce n'est que partie remise. Je sais qu'à l'émission qui avait été annulée il y a 2 semaines, si je me rappelle bien, on m'avait offert de faire un Sauce 60 pour justement couvrir l'ensemble, mais j'avais pensé le faire comme un petit livre pour enfants, c'est-à-dire en vous communiquant mon PowerPoint et en faisant des petits sons de clochette de temps en temps pour que vous activiez chacune des diapos. Je travaille encore là-dessus, donc ça va se faire, mais je veux bien le faire et la difficulté évidemment avec ça, c'est de le faire live avec les petits sons de clochette et tout ça. Donc ça demande quand même plusieurs éléments à gérer en même temps, mais je vous le dis tout de suite, c'est un projet que j'ai à cœur et auquel je travaille. Donc un Sauce 60 devrait venir sous peu. Vous pouvez manifester votre intérêt ou votre désintérêt si vous le voulez. Je vous préviens tout de suite, même si vous manifestez votre désintérêt en masse, c'est-à-dire même si tout le monde dit qu'ils ne veulent pas l'entendre, je ne vous fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à votre capacité à prendre les bonnes décisions. Et donc, je vais le faire de toute façon. Je fais simplement avoir la bonté d'âme de vous prévenir préalablement. Donc, en attendant que Julien revienne avec notre chère réalisatrice, je vais vous parler un peu de nouvelles brèves qui n'ont absolument rien à voir avec le cinéma ou d'autres éléments. Et par exemple, il y avait une nouvelle qui m'a accroché il y a 2 jours qui disait justement un petit truc contre les goélands. Donc, les goélands, c'est ces magnifiques oiseaux pêcheurs à l'origine et maintenant pourvoyeurs ou plutôt forageurs de nourriture de casse-croûte. Une étude a parvenu à démontrer que le simple fait de garder un contact visuel avec eux, c'est-à-dire de les regarder dans les yeux lorsqu'ils tentent de s'approcher, pourrait suffire à protéger votre nourriture. Ce qui laisse à suggérer justement que ces chers goélands, comme la plupart des oiseaux, on réalise maintenant, ont une intelligence quand même assez avancée et aurait peut-être même une théorie de l'esprit, c'est-à-dire être capable de reconnaître à l'autre des intentions, des volontés et une capacité à interagir par rapport à ces situations-là. Donc, la prochaine fois que vous voyez des goélands qui tournent autour, arrêtez de gesticuler des bras ou de crier comme un imbécile et faites simplement les regarder droit dans les yeux et dire que c'est votre nourriture et ça devrait suffire en fait. Bon, c'est sûr que c'est pas des statistiques parfaites, mais à très forte proportion, lorsqu'on les regardait dans les yeux, ils avaient tendance à ne pas avancer aussi rapidement. Et là, vous m'excuserez parce que je vérifie en fait mes nouvelles brèves rapidement en même temps que je les fais puisque les voilà qui arrivent. Donc d'habitude c'est Murphy qui arrive à cette vitesse-là. Je vais laisser la place à Julien et retourner à l'arrière. Hey, je suis désolé. Anne vient de me dire, allez-vous rire de moi? J'ai dit oui. Alors bon Dieu, ok, on s'installe. Pas bien long, là. On s'installe. C'est que... Alors, t'as quel micro, toi, là? Lui. Lui? Ouvrir les micros. Là, je vous dis des niaiseries ou on est live, on est entendu? On est live. Tout okay. Ce que tu dis est enregistré. Ça se retourne contre toi, évidemment. Anne Mémon, comment ça va? Allô, ça va bien, je me suis perdue. Ouais, ben c'est ça, c'est que... J'ai déjà annoncé ce qui s'est passé. Ton micro est pas ouvert, Nicolas. Ben, je crois qu'on perd pas grand-chose, mais... OK, vas-y. Non, rien, je faisais mon remplissage pendant ce temps-là, donc il y avait plein de nouvelles brèves intéressantes. J'ai parlé de goélands, toutes sortes de choses. Ça, c'est Anne, on n'aime pas Nicolas. Faut juste mettre ça au clair. C'est ça la vibe. Ouais, c'est ça la vibe. C'est ça, il y a un peu de bullying ici, un peu similaire justement comme dans ton film. C'est parfait. Donc, on y viendra. Je suis devenue une bully, en fait, justement. Tu es devenue une bully? Oui. Quand c'est bully. Bon, on a le même âge, à peu près. À peu près, ouais. Je comprends tes références. On a les mêmes référents. Évidemment, Anne Mémon qui sort un film en fin de semaine, Jeune Juliette. Oui. On est très content. Ça sort sur combien de salles, ça, au Mais Québec? quand même, crime 25. Ah, c'est bon. C'est pas si pire. Je veux dire, c'est moins que 140 pour menteur, mais c'est 25. Oui, ben, tu sais, faut... Donc, si tu veux le voir, tu roules au maximum 2 heures puis tu vas le voir. Excuse-moi, Anne, on a un appel. OK. Décidérez. I'm Steven Spielberg. Ah non, il appelle d'un fois. Ouais, c'est ça. Hey, Mr. Spielberg, how you doing? I'm fine, but I can hear you
je ne peux vous écouter sur la page de l'émission. Il passe en anglais des fois. Bon, après, ça joue, là. Fait que ça devrait être correct. It's maybe my iPhone, because I'm a simple man like you. Oui, et puis on a nous la réalisatrice Anne Aymon. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander peut-être ou Yeah, Anne. Yes. What are you doing? I'm waiting for you to make me come to Hollywood. Yeah, you know me. I directing Jurassic Park 2. Yes. And always. Lequel, pardon? Always. 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 Ah, je le replace pas, là. You don't know my movie, Always? Ben, c'est pas le premier qu'on a, mais absolument. C'est plus jazz ou... Directing Jaws 2. Yes. Jaws 2. Ben, merci beaucoup, M. Spielberg. Avez-vous quelque chose en terminant pour... No, it's just que I can't hear you. Fait, je me demandais si l'émission il fonctionnait. Ben, but, I guess so. Raymond, what is your favorite movie about me? Ben, pas about me. From you. I would bonne say... question, quand même. I would say E.T. Oh. I would say La liste de Schindler. E.T., it's not me. oui, c'est vous. Fuck, j'ai eu peur pour vrai. Are you des grosses codes d'écoute parce que je suis comme stressée. Il y a quand même, c'est pas si pire, on a comme 30-40 000 personnes qui l'écoutent. Ah, c'est trop su en ce moment. Mais c'est très niche, c'est très niche. T'inquiéter. C'est juste t'entends. Je parlais tout seul de mes nouvelles brèves avant que t'arrives. Okay. C'est correct, non, tu... Wait, là. E.T. is for me? I think so. Oh boy! Wait, là, it is for me. Google you. Yes, Google you. Maybe you should. Mr. Spielberg. Mr. Yes. E.T. I don't know. Merci beaucoup, M. Spielberg. 1941. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Il est plus très jeune, il y en a tellement. Ben non, ça, il y en a perdu un peu, évidemment. Alors, donc, on a Anne Aymon, puis on a aussi eu Spielberg, mais ça nous intéresse moins quand même, là. Ouais. Alors, tu sors un film, donc, en fin de semaine, Jeune Juliette, sur 25 écrans, d'ailleurs. Et, donc, étant donné qu'il va faire 3 000 $ par écran, je pense que sa première fin de semaine devrait être 100 000 $. Pensez-vous ça? À peu près, okay. Ouais. Ça, ben, 100 000, on serait content. Ouais, hein? Ça serait une bonne nouvelle pour vrai, là, pour ce type de film-là sur 25 écrans, on serait content. Ben, il y a une bonne promotion, mais nous, on est à Montréal puis tout, là. Ben, je sais pas comment ça se déroule en région, mais. C'est toujours plus difficile en région, malheureusement. Ouais. Mais. Il y a des posters partout ici, là. Oui. Des posters, il y a des affiches, il y a des. Il y avait même des sacs réutilisables à Beaubien. Il y a des sacs réutilisables, il y a des sous-verts. On est rendu là. Ben oui. Oui. Non, je pense même qu'on offre de la crème glacée à des gens dans des crèmeries. Il y a une belle campagne. À cause du double glacé chocolat. Des bugs aussi, je crois. Oui. Non, ok, d'accord. Des casquettes, des figurines. J'aimerais ça qu'il y ait des figurines. J'aimerais ça avoir des produits dérivés un jour, mais comme Spielberg. Je vais me rendre là à un moment donné. Des figurines de nuit numéro 1, supposons. Là. Je sais, mais ça pognerait au bout de genre des choses que je leur ferais faire. Oui, non, c'est ça, des poupées gonflables nuit numéro 1. Ça serait pas évidemment. Alors, en vue on est très content de te recevoir ici. Puis j'ai réécouté tous tes films cette semaine. Ben, sauf Nelly, puis je l'ai vu au cinéma il y a 2 ans, mais j'ai réécouté Nuit numéro 1 puis Nos êtres chers et tout ça. Fait qu'on va y aller avec un parcours chronologique. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, je suis d'accord. D'accord. Alors, Nuit numéro 1. Je l'ai écouté dans les bonnes circonstances. En plus, je l'ai écouté au milieu de la nuit. Ok, ben oui, non, c'est parfait. En état d'ébriété. Oui. Je l'ai écouté à 1h du matin. Puis je pense qu'il aurait dû juste jouer à 1h du matin tout le temps. À part ça, c'est dur, hein? Ben, c'est... non, mais c'est juste... C'est vraiment les bonnes circonstances pour le regarder. J'ai l'impression... je me souviens pas... Je l'ai vu au cinéma, je m'en rappelle. Je me souviens pas où, mais je présume qu'il était pas 1h du matin. Mais au milieu de la nuit, on dirait que t'es un personnage du film. T'es encore plus un spectateur de tout ça. Puis c'est assez bien quand même. Quels sont les défis d'un premier film? Tout un segway. Le faire là, commencer comme tout est tough. Je pense c'est tout le temps dur de faire un film, mais le premier film l'écrire parce que tu sais t'es comme tu sais pas comment ça marche puis ça te paraît vraiment long 100 pages au début t'es comme faut que j'écrive 100 pages au complet. C'est 100 pages. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais avec ben non, c'est ça exactement. Au début t'es comme ça se peut pas que j'écrive ça puis finalement une année tu le fais. Puis après ça moi, je pense que le gros défi, là, c'est genre de tenir à ton idée parce que ton premier film, tout le monde te dit que ça n'a pas rapport, tu sais.
Les techniciens, moi je me souviens, nuit numéro 1, les techniciens ils riaient des fois de mes répliques devant ma face pendant le tournage. Puis tu sais, j'étais une toute jeune fille qui sortait de l'UQAM, justement. Puis oui, je pleurais en cachette parce qu'ils me disaient ça se peut pas, tu sais, que le monde parle de même. Mais ils ont raison, tu sais, les répliques sont un peu bizarres dans le film des fois. Ben, mais le jeu est très calqué. Ouais, c'est théâtral, mais c'est supposons, dans les Français font ça régulièrement. Dans les films de Rohmer. À la Rohmer, un peu quand même. Ben c'est ça. Mais tu sais, moi les électros, là, les machinaux, ils capotaient. Man, là, il était comme qu'est-ce que c'est ça, puis il riait de moi. Puis je gênais pas. Ben non, mais je pense que c'est parce que j'étais vraiment une petite newbie. Ouais. Puis le monde a changé aussi là. En 10 ans, là, pour vrai, l'attitude, mettons, par rapport aux femmes réalisatrices, c'est con, mais c'est vrai, là. Avant, il y avait une certaine, en tout cas, je l'ai vécu sur mon premier film, là. Tu sais, je me souviens la machine à pluie, le gars, il acceptait. Et on avait une machine à pluie, puis il me demandait où la placer, puis j'ai disais où la placer. Puis c'est comme s'il acceptait pas. Voir une fille que mais il en revenait pas, genre. Il était comme, ah non, mais faudrait que, t'es sûr de ça? Faudrait que je parle au réalisateur. J'étais comme, c'est moi, man, réalisatrice. Puis il a fallu que je le dise 3 fois. Oui. J'étais comme, voyons. Fait que le premier défi, c'est de continuer, même si tout le monde rit de toi, de faire, non, là, je vais y croire. Mais tu sais, en même temps. Fais attention à tes mains sur la table, parce que ça. Ouais. Ça fait boum. Ben, c'est pour l'auditeur, là. C'est ça. Ben, on veut écouter ton beau discours. Mais tu peux claquer des doigts si tu veux. Mais je voulais dire, je suis devenue une bully. Je veux juste faire non, c'est pas une bully. Fait que c'est doublement un défi. Donc, à ce moment-là, si... Ben, quand même, mais là, ça va mieux, là. Il n'y a plus personne qui rit de moi. Jamais. Ah! C'est filmé. Oui. Voyons, je suis sûre, en plus, depuis tantôt, parce que j'ai là, si tu veux pas qu'on filme, on le filmera pas. Mais c'est comme ça, c'est comme ça maintenant de nos jours. OK, ben, gars, tu vois, la caméra est pas sur toi. Y a-t-il juste une caméra sur moi? Non, là, il y a une caméra, là, sur un plan sur tout le monde. Non, mais on te voit pas vraiment. Là, t'es comme de dos. Okay. Mais moi non plus, je veux pas qu'on me filme. Fait que non, mais c'est juste que j'ai fait un saut, là. Je savais juste pas, là. Shit. Okay. Alors, c'est ça qu'on les bully, on les filme. On les filme, on les expose. Voilà. C'est parfait. Voilà. Ça va rester pour toujours. Évidemment, le premier film, évidemment, on est plus porté vers nos influences peut-être un peu. Puis les influences assez claires du cinéma de Jean Eustache, de Maman la putain, évidemment. On voit ça dans Laisser des longs dialogues. Le plan, l'ayant réécouté cette semaine, il y a un plan qu'on dirait que c'est pareil comme je ça dans le bon sens là, c'est le visage de la fille avec le mur derrière pendant qu'elle écoute le dialogue de l'autre et tout ça, puis ils font juste se répondre par des longues tirades comme ça, qui est pas nécessairement une manière naturelle de s'exprimer, mais qui est une manière qui théâtrale, intéressante quand même, et tout ça. Qu'est-ce que t'as pensé des films de Jean Eustache, justement? Est-ce que c'est réellement une influence ou on dit n'importe quoi? Oh oui, non, c'est réellement, particulièrement La Maman et la putain, mais il en a pas fait beaucoup des films, mais... Il en a fait 2, puis c'est ouais, ben c'est ça, il est mort. T'en as fait 2 fois plus que lui, ben c'est ça, déjà, puis je suis pas encore morte. Yeah! Mais oui, complètement, là, La Maman et la putain, c'est sûr que j'ai vu ça au cégep, puis ça m'a comme transfiguré pour... Puis tout le discours de... Comment qu'elle s'appelle, la fille? Voyons, j'ai un blanc. Véronica. La jeune, en fait, dans La Maman et la putain, tout son discours de la fin, là, c'est vraiment une inspiration, là, pour Nuit numéro 1. Puis, tu sais... Dans une soirée d'humour, j'ai fait ça sur scène. Ça devait être drôle. Ah, c'était drôle. Mais je l'ai vu sur YouTube récemment. Mais c'était ton grand film que tu voulais faire, Julien. C'est le film que j'aimerais faire. J'aimerais ça faire ce film-là. Je peux le faire? Pour vrai? Ouais. La Maman et la putain? Ben personne t'empêche. Personne m'empêche, hein. Ben, ok, d'accord. Mais je pense qu'il y a encore du monde qui veulent voir ça. Il y en a pas beaucoup, pour vrai, qui veulent voir ce genre de film-là, mais vas-y, moi, j'irai le voir, en tout cas. T'irais le voir? Ouais. Bon, ok, on ira ça. J'ai déjà vendu un billet, puis j'ai rien écrit. T'aurais un box-office de $12 par écran. Pas près. On va le prendre. On va prendre le $12 quand même. Ben oui, moi c'est un cinéma qui me parle évidemment, puis justement c'est un film qui joue sur la durée. La durée, c'est le cinéma permet cette notion-là que d'autres arts permettent pas nécessairement. Puis c'est un film de 200 minutes qui c'est pour ça que le dialogue est aussi efficace à la fin que son monologue plutôt. C'est que là, ça fait 3 heures qu'on l'écoute parler de cette niaiserie, puis là, mais on rentre de rien, puis là, on parle, elle, de son vide existentiel, puis on baise, et bon, puis c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup, puis c'est beau, la photographie est belle, tout ça, puis évidemment, c'est un film qui était biographique pour lui. Le numéro 1 pourrait être, dans une certaine mesure, un film biographique pour toi aussi. Oui, non, c'est sûr. Parce que c'est ça que Truffaut dit, d'ailleurs, que le premier film, c'est le film autobiographique. Ouais, on l'a reçu à l'émission plusieurs fois, souvent. Ouais, il vous a dit ça, lui aussi. Mais non, mais c'est sûr complètement, là, quand j'ai écrit ça, ce film-là, c'était complètement l'état d'esprit dans lequel j'étais, là. J'avais 27-28 ans, puis j'étais comme un peu dans ma période amour libre et drogue, puis j'ai senti une certaine vacuité. C'est quoi ta drogue de prédilection? Je vais-tu vraiment dire ça à la radio? Ma mère va peut-être écouter. Ok, dis-le pas. Les drogues à la mode, là. Ouais. Ce qu'on faisait à ce moment-là. De rave. De drogue de rave, Bah oui, c'était le fun. Là, on est trop vieux, là, ça me tente plus. C'est difficile les lendemains. Les lendemains, tabarnak. Non, je peux plus faire ça. Mais c'était le fun, on a eu des beaux moments. Moi, mais je regardais
regrette pas, là, pour vrai, ces années-là. Puis ça a fait que j'ai fait mon premier film, en plus. T'as fait un film, je prenais des bains chauds. Fait que... c'est ça, exactement. J'ai fini en faire de quoi. C'est un petit peu plus productif. C'est sûr. Ah, ben t'es bien qu'est-ce qu'on faisait quand Xavier Dolan faisait son premier film? Ça, c'est une autre histoire. Oh, Seigneur, je veux pas penser à ça. Et moi, 18 ans, c'était pas beau. Mais bon. Il y a 12 ans de moins que moi, puis il doit me trouver bébé. Là. Ben, c'est sûr. À 18 ans, j'essayais de faire un grand film sur des vampires. Oh, Nicolas. Ça a pas mené. Ça a l'air d'un vampire. Mais c'est à mode, là, les films de genre, ça revient. Ah, ouais. Il y a quelque chose, il y a un documentaire sur le sujet, justement, qui est sorti. On le joue à la thématique cette semaine. Le nom m'échappe, mais fait que je vais pas dire n'importe quoi. Mais un documentaire sur les films de genre au Québec. Parce que c'est comme on dirait qu'on met ça de côté. C'est soit les drames intimistes, ou soit les comédies populaires, ou bon, puis là, Les Affamés a gagné le meilleur film l'année dernière. Fait que pourquoi qu'on n'en fait pas un peu plus? Pourquoi qu'on regarde ça? Ça change, là, je pense. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'aller explorer? Film de cowboy. Je pense que je serais pas vraiment bonne. J'ai comme l'impression là, que c'est pas mon talent. Premièrement, j'écoute, moi, aucun film d'horreur parce que je suis trop chicken. Mais même plus large, science-fiction. Ça m'intéresserait, mais c'est comme si tout l'aspect technique, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, mettons. Tu sais, si la science-fiction, ça veut dire là, les vaisseaux, puis pas nécessairement, ça peut être très, très low-key. Ben, low-key, oui. Ça, j'aimerais ça, là. En fait, je travaille sur un film un peu apocalyptique, là. J'ai écrit un scénario un peu de fin du monde, là. Puis, mais c'est pas d'un truc d'effets spéciaux. Non, c'est technique, ça. Là, mais, parce qu'il y en avait un comme ça où c'était des amis qui se rencontraient pour un brunch, puis pendant le brunch, c'est la fin du monde autour d'eux. Puis tu vois, c'est tout pas un rêve que t'as eu, ça. Non, c'est tout un peu des yuppies, tu sais, qui sont là, ils font leur brunch, mais ils ont toutes leurs petites crises existentielles de quarantaine. Puis là, c'est la fin du monde. Les gens meurent, tout ça. C'est bon. Ben c'est très drôle, c'est très mordant parce que tu vois toutes leurs petites hypocrisies qui se déploient, puis ils se c'est des gens qui essaient de c'est vraiment la fin du monde avec ça, les gens meurent, les gens tombent, puis eux sont là. Bon ben là, on prend-tu l'apéro? Ben on dirait ce qui se passe maintenant. Oui, dans ben le monde, c'est un peu le commentaire là-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui se passe, on prendra un petit apéro tantôt. Dans le numéro 1, encore une fois, il y avait quand même une utilisation assez explicite de la sexualité. Est-ce que c'était, supposons, les personnages se mettent à nu? Oh non, ça me stresse quand le téléphone sonne. J'aurais dû écouter votre émission au moins une fois. Décidérez. Yeah, are you sure for E.T.? Oui, merci. Il m'angoisse en estime. J'ai-tu le droit de sacrer? Faut que j'arrête de oui, t'as le droit de je veux qu'il raccroche, je vais taper sa table. Thank you very much, Mr. Spielberg. You're sure? Oui, yes, for sure. Alors voilà, donc... Qui a fait E.T., gars? Ben, je pense que c'est Spielberg. Juste qu'il le sait pas. Peut-être que dans longtemps, tu te rappelleras plus du numéro 1. Tu vas dire, c'est-tu moi? Je suis plus sûr que c'est moi qui l'a fait. Mais en fait, je me rappelle plus trop de ce qui se passe dedans. Déjà. Ben déjà, supposons, ça débute avec la scène de sexualité explicite, puis par la suite, on jase. Absolument, dans la vie, souvent, on jase, puis on baise à la fin. Oui. Fait que là, ça a été un peu l'inverse. Je présume que c'est un choix aussi là-dessus. Oui, mais c'est un choix. C'était un choix pour deux choses. Là. Premièrement, parce que dans certaines relations, c'est quand même comme ça, là, où même tu baises puis tu jases jamais. C'était un peu ça arrive quand ça arrivait dans notre vingtaine. Ben oui. Puis le film était là-dessus. Puis je pense que je voulais aussi un peu donner comme j'ai joué avec le film en ce moment. Je voulais un peu manipuler le spectateur dans le sens il dire ben voici 15 minutes de sexualité affriolante pour toi, mais maintenant tu t'es pogné dans la salle de cinéma puis tu vas écouter 1h15 de discours existentiel. C'est un peu comme c'est ça, c'est un peu un guet-apens. C'est bon ça, je vais faire ça dans mon film aussi. Ça se dit c'est dur le tournage de scène de cul, bonne chance. Et ça c'est l'équipe la plus large possible pour ces scènes-là, c'est ça? Oui. Le plus de monde possible. Spielberg était là. Mais surtout comme première réalisation, tu disais déjà la tension avec l'équipe. Ben aussi c'est ça, c'est faut que les acteurs te fassent confiance là quand même là. C'est une grosse mise à nu à tous les niveaux. Fait que non c'était un défi quand même. Moi des fois je repense à ça, j'étais comme j'étais vraiment jeune, j'avais fait aucun film. Puis là j'étais comme OK go, déshabillez-vous. Puis c'était quand même go, déshabillez-vous. On y allait là dans la scène de parfois la folie de l'innocence, et tu penses pas au problème, tu te lances puis tu dis j'aurais jamais fait ça maintenant. On dirait que des fois maintenant je serais plus effrayée que ça à l'idée de tourner ces scènes là. En terminant, une petite suggestion pour toi. Oui. Numéro 2. Ben oui. Ça rendu full vieux, genre. Fais-en un par 20 ans, là. Ou quelque chose. Non, ça serait le fun. C'est Bergman, genre, qui a fait ça aussi. Il a fait ça avec Sarah Band, puis le scène de la vie conjugale. C'est ça.
Fait que, ouais, c'est quand je vais avoir 35 ans plus tard. Quand je vais être vraiment une vieille personne, je pourrais retrouver ces personnages. Ben, si ton dernier film, c'est numéro 2, supposons. Ouais. En tout cas, je te donne l'idée, je prends 50%. Ouais, ok, ben là, c'est noté, mais là, c'est fucké, je suis comme rendu à un âge où je me dis que j'en ferai plus 100, là, des films, là. Tu sais, j'ai 37 ans, fait qu'à un moment donné. Ben, t'as pas si mal, t'en as déjà 4, je veux dire. Ouais, je sais, mais c'est ça, il m'en reste combien, tu sais, genre 14. 14, je sais pas, ça dépend. On sait pas, ça va exister encore, le cinéma, en tout cas, tu sais, on sait pas. Ben, moi, je fait qu'est-ce que je vais vraiment perdre un film à faire nuit numéro 2? Je sais pas, c'est un choix. Ben, tu perdras pas un film. Mais si l'idée, si l'idée t'inspire pas, fais un remake de ton premier film. Ah oui! Nuit numéro 1.1. Oui, à l'américaine, genre. Nuit #1. Alors voilà. Ensuite de ça, j'ai écouté ton deuxième film, Nos êtres chers. C'est Les êtres chers. Ah, mon Dieu, excuse-moi. Mais là, je l'ai écouté hier, là. J'ai fait mes devoirs, là. Justement. Je m'excuse. Ben, merci, ça me touche que tu les aies écoutés, pour vrai. Ben oui, ils ont en bibliothèque, puis ils en ont perdu une copie. Tu les as volés? Tu l'as volé? Non, j'ai pas volé. C'est live que j'ai volé une copie. Okay. Non, mais je allé prendre à la bibliothèque, puis il avait perdu une des copies des films. D'ailleurs, ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses, supposons, de cette perte-là du support physique des films? Robin Aubert a fait une grosse sortie là-dessus. Je trouvais ça triste. Moi, j'essayais justement d'en écouter cette semaine, puis j'arrivais pas à en trouver. En fait, là, en ce moment, c'est particulièrement problématique parce qu'il y a plus de copies physiques, puis souvent, les films que tu veux voir, tu peux pas les voir. C'est ça, le support de streaming ou de location. Le streaming, ils sont pas sur Netflix. C'est ça. Là, tu fais, ils sont pas nécessairement sur Criterion, mettons, encore le channel, ils sont pas sur Mubi. Tu sais, là, en ce moment, c'est fort problématique. Après, je pense la perte de l'objet. Je trouve, nous, on en a encore, là, on a comme à peu près 800 Blu-ray puis DVD chez nous à la maison, puis on en achète encore, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu irrémédiable, par exemple. Tu sais, il y a eu un long article dans la presse là-dessus cette semaine, puis il parlait que même les affamés, ben évidemment, ils l'ont sorti par rapport à la sortie de Robin Aubert, ben ils ont fait le film en Blu-ray et en DVD. Puis on dit, on n'a même pas fait d'argent avec ça. Là. Ben, c'est ça. C'est bien beau les belles intentions, mais je l'ai pas acheté, les affamés. Je suis allé voir au cinéma, je l'ai vu, je l'aurais vu autrement, mais je n'ai pas acheté le Blu-ray au DVD Archambault. En même temps, je dis ça, puis oui, j'aime ça que tes films, je suis allé à la bibliothèque, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque, faisait beau, j'ai pris les films en DVD, puis j'ai passé un bon moment. Fait que et où? Qu'est-ce qu'on fait, Anne? Ben, c'est ça. En fait, là, c'est ça. Faut trouver une plateforme, là. Ça, c'est sûr. C'est parce que faut que tout se retrouve. Moi-même, des fois, le monde me demande pour voir mes films, puis je sais même pas comment ils peuvent les voir. Tu sais, là, il y en a un qui est plus sur iTunes parce qu'il est à super écran. Puis là, tu sais, c'est pas accessible de partout dans le monde. Fait que tout ça est un peu comme compliqué. Il y avait Nuit numéro 1 sur un site de français qu'on pouvait louer pour 3 €. Ouais, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Mais c'est ça, puis nous on le sait pas tout le temps, puis ça dure pas tout le temps, des fois ça quitte les plateformes. Fait que tu sais, ça c'est comme un peu chiant, tu sais, de moindrement que tu t'intéresses à des films un peu plus obscurs là. Nous c'est pour ça qu'on les commande là, souvent moi je me commande des DVD pour voir les films là, tu sais. Mais moi je m'ennuie vraiment quand même du beat du club vidéo. Ça c'est le fun. Mais pour vrai, c'est même pas pour faire de la nostalgie de genre le bon vieux temps des années 90, mais c'était quand même le fun. Je veux dire, les films à 3 pour 5$, puis là, tu checkais les couvertures, puis tu sais, ça c'est plus de même, là. Non, je sais, moi, je suis arrivé à Montréal à 20 ans, puis j'avais un club vidéo proche de chez nous, puis il y avait tout, parce que je viens de Charny, ça arrive ça de Québec, puis là, il y avait rien, il y avait juste les nouveautés. Ouais. Là, les clubs vidéo à Montréal, là, t'avais tous les films, tu peux voir tout, divisés par réalisateur. Écoute, c'était fou, hein? Puis j'y allais à toutes les semaines. Ben, c'est ça. Puis on les regardait. Moi, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu te loues 2-3 films, moi, je les regardais personnellement, tu sais. Ouais. Tandis que Netflix, tu peux te starter. Combien de fois, là, je commence un film, ça coûte rien, 10 minutes après, je vais regarder d'autres choses. Finalement, je sais pas, on dirait qu'on Netflix, zappe, ça devient de plus en plus juste easy listening aussi. Il n'y a pas beaucoup de films d'auteur. C'est des il y en a un petit peu, mais... Il y a Roma. Il y a Roma. Roma qui est là. Il y a Capharnaüm. Il y en a une couple, là, de correct, là. Mais... Non, c'est ça. Non, c'est triste, là. Mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Bon, je sais pas non plus. De toute façon, le cinéma... J'ai peur. Tu vas en faire d'autres films, Anne. Anne, là, tu me sembles angoissée. Anne, tu vas faire d'autres films. Là, tu sors un film en fin de semaine, tout va bien. Oui, non, c'est vrai, ça va bien. Allez-y, parce qu'il sera pas au club vidéo. Non, il n'y en a pas au club vidéo. Alors, les êtres chers, comme je disais, c'est quoi les défis du deuxième film? Essayer qu'il compare pas trop au premier. C'est ça. Moi, ça, c'était ça mon... Peur des attentes. Nuit numéro 1 a quand même eu un certain succès critique. Vraiment pas box-office, là. Vraiment pas un succès populaire, mais ça a quand même été...
c'est donc facile d'aimer un premier film, là. C'est comme, c'est qui cette petite-là, qui sort out of the blue avec son film intellectuel. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que il y avait comme une espèce de pression, puis j'ai comme vraiment senti que les critiques auraient voulu que je refasse presque le même film, là. Numéro 2. Ben, tu avais raison, on t'a tout saisi, ça. Tous des critiques. Ah ouais. Numéro 3, numéro 4. Eh oui. Le jour de 8. Je pourrais, il était dur à écrire quand même, numéro 1. Je présume, les dialogues fleuves, mais bon. Faut que je travaille. Mais, non, c'est ça, c'est d'essayer de pas trop être comme comparé à ton premier, tu sais. Puis moi, surtout, dans mon cas, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tu sais, il y a du monde, mettons, Denis Côté, tu le reconnais vraiment d'un film à l'autre, là. Il y a comme vraiment comme quelque chose, là, une signature vraiment. Wes Anderson, Tarantino. C'est ça. Qu'on reconnaît au plan. Tu prends un plan, puis tu reconnais le film. Tu sais c'est qui. Ouais. Mais moi, je suis pas de même, puis je serai jamais de même. Je pense que j'ai un problème de déficit d'attention, ou je sais pas c'est quoi, mais c'est le contraire, on dirait. J'ai vraiment envie d'essayer d'autres choses à chaque fois, puis tu sais, je pense qu'on me reconnaît un peu, mais je suis pas en train de comme creuser mon sillon cinématographique là à chaque film, c'est pas ça mon but. Puis là j'ai voulu faire une comédie. Le prochain, ça m'intéresserait de faire une comédie romantique. On parlait de science-fiction un petit peu, mais une bonne là. Mais une bonne, mais pas une bonne là. Je comprends. Mais une bonne comédie romantique. Mais un peu quétaine en même temps là, tu sais, un peu, juste un peu. Tant que ça finit pas avec une course, ça va être correct. Une course à l'aéroport. Ben oui. Non. Pourquoi pas? Oh. Non, mais comme un peu qui est tellement. Non, mais il n'y a pas de course dans mon film. Okay. Là, je suis en train de l'écrire, t'inquiète. C'est pas super. Non, c'est quand même twisted un peu, à l'aéroport. Ah, ok, c'est bien. Puis, Les Êtres chers, c'est aussi un film qui est plus ambitieux. C'est un film qui, dans la mesure qu'il y a beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de tournage. Le film, même s'étend sur 25 ans. Ouais, c'est ça. C'est très rare, ça, en fait. Il n'y a jamais de film qui. Il y en a d'autres, là, mais. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. J'imagine c'est à cause de vieillir les acteurs ou je ne sais quoi. Mais c'est un pari intéressant. Puis on le sait pas avant de le débuter. Même au début, c'est presque subliminal là, que le temps avance. Ouais, ça se fait. C'est des ellipses en d'autres mots, ça dit pas 5 ans plus tard. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Mais ça, je me suis posé longtemps la question. Là, c'est vraiment difficile. Effectivement, il y en a pas beaucoup des films qui se déroulent sur aussi longtemps. Puis pas juste parce que c'est dur de vieillir les acteurs, je pense que c'est pour l'espèce d'attachement aussi, tu sais, de condenser un lieu et un temps. Ça facilite vraiment l'attachement au personnage, tandis que les faire vieillir de 25 ans, peux-tu raconter une vie, tu sais, en 1h30, 2 heures? C'était ça le défi, tu sais. Puis dans le cas des Êtres chers, c'était non seulement une vie, c'était presque une famille, là, tu sais, une saga familiale que je voulais raconter. C'est une famille même de 5 enfants, j'ai trouvé étonnamment nombreux. Ouais, c'est ça, c'est une grosse famille, mais tu sais, il y a tout le côté grosse famille québécoise aussi, là, le clan là, des années chrétienne. Fait que c'est ça, j'avais envie de ça, mais ouais, structurellement, là, scénaristiquement, c'est super compliqué à faire. Puis je pense que ça joue aussi beaucoup sur l'attachement. Je pense que autant il y a du monde pour qui ça a pas été un problème du tout, puis qui se sont attachés quand même aux personnages, puis qu'ils ont vu vieillir, puis qui ont accepté cette convention-là. Je pense que pour d'autres, ça a un peu fait, il y a 15 ans qui vient de passer, puis je l'ai pas. Pour d'autres, ça les a bloqués, tu sais. Moi, j'aurais voulu un film de 15 ans. Ben, un de mes films préférés, c'est Nos meilleures années, le film italien de 6 heures, là. C'est un film, ben, c'est comme une télésérie, en fait, plutôt, là, mais c'est ça, c'est 6 heures, puis tu vois toute cette famille-là évoluer pendant 40 ans, puis à la fin, c'est incroyable, là. C'est incroyable, là. T'as l'impression que c'est ta famille, tu sais. Ben, ça, quand je parlais de l'importance du temps, justement, dans le moment la putain, tout ça, c'est que c'est ça, c'est quand plus c'est long, plus après ça, le punch à la fin, le payoff. La récompense, le payoff, là, je voulais plutôt dire. Là, c'est effectivement plus efficace. C'est un film quand même qui traite, ça débute avec le suicide du père, puis après ça, les répercussions que ça a sur la famille et tout ça. Et le film est un peu hermétique dans la mesure où je voyais c'est comme une image de Rorschach qu'on y voyait qu'est-ce qu'on voulait y voir parce que les personnages vont jamais dialoguer leur mal intérieur en quelque sorte. Puis j'imagine que ça aussi c'est un choix évidemment, mais ça fait que différentes personnes, je pense, vont y voir différentes choses dans le film. Est-ce que ça a pu jouer contre le film un peu? Moi, je pense que oui, vraiment. En fait, mon expérience de ce film-là, c'est que, puis tu sais, on l'a présenté beaucoup quand même, là, soit au Québec, soit à travers le monde, dans des festivals de cinéma. Puis j'étais pas, je sais pas, dans ce temps-là, j'étais plus jeune, puis je voyageais beaucoup avec le film. J'étais allée partout. Puis je te dirais, pour vrai, là, c'est assez impressionnant. C'est moitié-moitié des gens qui capotaient, là, comme qui pleuraient leur vie, puis qui disaient on dirait ma famille ou on dirait nanana, puis l'autre moitié qui était comme mais pourquoi qu'il se suicide, genre on l'a pas compris qu'il allait pas bien, tu sais. Fait que mais ça c'est
c'est ça dans la vraie vie, dans le sens où quelqu'un qui va se suicider puis qui va pas bien. C'est comme ça que je l'ai senti, c'est que j'ai l'impression, moi j'avais le goût, je suis parfaitement sincère, j'avais le goût de le réécouter après l'avoir écouté, parce qu'on dirait que t'es comme ok, puis là tu veux le réécouter pour saisir toutes les clés de... Ben c'est ça, c'est parce que dans la vraie vie aussi, quelqu'un qui est dépressif puis suicidaire, très souvent il va pas se lever le matin et dire je suis dépressif puis suicidaire, faudrait faire quelque chose pour m'aider, tu sais. Ça va arriver, mais pas souvent. C'est jamais si évident. Ben surtout quand ils réussissent leur suicide, d'habitude c'est parce qu'ils en ont pas parlé tant que ça. Les gens qui généralement en parlent pas. Ben c'est ça, tu sais. Puis si t'en parles, c'est parce que tu veux pas le faire, tu sais. Puis c'est ça, exactement. Fait que c'était ça aussi je pense que tout le monde qui passe à travers, je vais être honnête, c'est très autobiographique, là. C'est ma famille pas mal, là, tu sais. Puis, quand tu passes à travers ça, c'est sûr que cette espèce de côté opaque-là des personnes qui finissent par se suicider, c'est vraiment, ça te fâche, mais c'est vrai, tu sais. Puis, je pense que j'aimais mieux être réaliste, tu sais. Puis le monde, en tout cas, j'ai eu tellement de témoignages, mettons, là, de gens, là, de, mon frère s'est suicidé, ou mon père, puis qui ont tellement reconnu, tu sais, quelque chose là-dedans que c'est ça. J'ai pris ce risque-là, tu sais, même si c'était effectivement opaque. Ben, je voulais pas ça. Mais je suis d'accord, tu sais. Mais c'est ça, mais les personnes qui font ça sont opaques, tu sais. C'est ça oui, aussi. Absolument. Puis c'est pour ça que je trouvais que moi, j'ai trouvé ça comme une richesse du film, là. Puis je l'ai dévoré, là. J'ai écouté ça s'écoute tout seul. Puis c'est excellent. Il est là à la bibliothèque, ils ont perdu une copie, là, mais allez voir ça. Deuxième film de suite qui se termine avec un plan où la personnage principal regarde la caméra. Ben oui. J'ai inventé ça. J'ai inventé que les gens pouvaient finir leur film. En fait, c'est parce que c'est le même dernier plan que les 400 coups. Ben oui. Il vous niaise, là, je le sais. Encore avec Truffaut. François, vas-tu nous appeler, là? Ben oui. Parce qu'il disait, lui, justement, que le deuxième film, c'était le grand film esthétique. Est-ce que ton deuxième film, c'était ton grand film esthétique? Le premier est plus esthétique que le deuxième. Ouais, le deuxième est super classique dans sa forme, vraiment caméra épaule, lumière naturelle, ben chill dans la forme, mais les regards caméra en 2 fois de suite, je sais. C'est pas on jase là. Puis attends, jeune Juliette, ça finit pas comme ça. Ok, parfait. Quoique quasiment là, ça finit comme quasiment. Je spoilerai pas la fin de Nelly. Il regarde pas la caméra. La fin, Nelly, elle peut pas. Non, elle peut pas regarder la caméra. Non, mais c'est ça. Ça serait un peu troublant. Ça serait troublant. Ça serait un autre film. Là. Oui, c'est ça. Mais ouais, non, je sais pas. Je trouvais que c'était beau là, puis je l'ai fait. Ben, t'as bien fait de le faire. C'est correct, mais c'est quand même, c'est la seule fois où le personnage s'interpelle à nous, puis c'est comme... Oui. Ben, dans Nuit numéro 1, je trouve que ça a vraiment tout son sens, là, elle regarde la caméra, puis je trouve que dans son regard à Catherine Deléan, tu lis à la fois une espèce d'espoir puis une grande détresse, là. Je trouve ça super beau, là, ce regard-là, puis on dirait que ça te prend au cœur. Ben, en tout cas, sur moi, ça marchait, là, fait que c'est pour ça que je l'ai gardé. Puis la fin des Êtres chers aussi, pour moi, ça marchait, c'était vraiment... Ben, dans les deux cas, on sort d'un portrait d'un désespoir assez profond. Ouais, là, c'est ça. Mais avec une touche de lumière, d'espoir. Je pense que c'est ça, je voulais juste montrer que c'est ça, il était pas encore morte, là, mettons. Ben, elle veut pas mourir, au final, là, ça va pas. Non, c'est ça. Ça devrait s'en tirer, elle devrait couper la lignée. Eh oui, dans les Êtres chers 2. On le souhaite, ben oui, nos êtres chers. On fait comme un mix des nos êtres chers, nos 13 êtres chers. Les êtres super chers. Oui. Alors, on a fait cette joke-là aussi, déjà. Ah oui, bon, ben. On la faisait tout le temps. Ouais. Les êtres pas très chers, parce qu'on manquait de budget, puis on faisait des jokes. Ben, oui, c'est vrai, j'avais oublié de le dire aussi. L'utilisation de la musique, ça m'a surpris. C'est la première fois que je vois un film québécois avec du Elliott Smith puis du Blind Melon. Ouais, non, c'est vrai. Ben, Jean-Marc Vallée, cher, c'est pas si pire pour vrai. Là, ce qui coûtait vraiment cher, là, on pouvait pas. Mettons, je voulais mettre du Smashing Pumpkins, puis c'était... on a le même âge. Ben non, mais c'est ça, je voulais mettre une petite tune des Smashing, là, tu sais, ça se passe dans les années 90, c'est une partie du film. Ben, j'ai vu que ça ponctuait la temporalité. Ouais, ben oui, c'est ça aussi, là. Mais non, on a pris des affaires étonnamment pas chères pour le... Tu sais, Blind Melon, c'était quand même un hit, là. Ben oui. Puis ça coûtait pas si cher que ça, puis j'aime ça, même, mettre de la musique... Ben oui, non, mais j'ai trouvé ça le fun. C'est quand même rare qu'on voit ça dans les films québécois, justement. C'est vrai. Il y a quelque chose... J'ai pas bien compris si le gars qui fait de la musique, c'est ses vraies tunes qui jouent à la radio. J'ai comme pas compris. Dans le film. Dans nos êtres pas très chers? Ouais, nos êtres pas très chers. Ça! Mais non, mais la musique qui joue à la radio... OK, Je répondrai pas, là. On peut-tu?
Avant, c'était plus facile. On n'entendait pas le téléphone dans les micros. OK. Ouais. Non, mais ça flash de toute façon, ça. Ouais. Oh, ben, oublie ça, la question de musique. On va continuer. T'as pas répondu? Non, mais c'est parce que c'est important. Faut que tu le réécoutes, là, Les Êtres chers. Reprends-la à la bibliothèque. C'est parce que c'est une toune de Ah, je l'ai encore. De Gilles Vigneault. Ben, le rapporte-là, là, ça m'intéresse de le voir. Vous checkerez ça. Ben, je te le prêterai, mais vous serez à la maison. Ensuite de ça, ben, on y va avec le troisième film, Nelly. C'est quoi? Non, bon, là. Oui, bon, je vais répondre. Oh my God. Décidérez. Oui, okay. My wife say it's me. Yes. And I like it, and I pride for that. Mm-hmm. Yes. But I don't do Back to the Future. Non, vous n'avez pas fait ça, non. Non, effectivement. But I think I do that. Merci, Monsieur Spielberg. I love you. I love you too. I think you're good people. Thank you very much. Ben, dites-lui, vous aussi. Vous aussi, Monsieur Spielberg, vous avez fait beaucoup de... Ok, au revoir. Bon, alors voilà. Nelly, alors, quels sont les défis du troisième film? Qui est normalement la synthèse des deux premiers. Ben oui, effectivement. Ouais, OK. Ben non, ça, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Ben, tout ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est certain. Ben non, c'est ce que ça prouve. Le défi du troisième film, ben là, dans ce cas-là, c'était un défi de s'embarquer dans la biographie de quelqu'un, d'une personnalité chérie du public, ben chérie et détestée quand même, là, du public québécois. C'est quoi qui t'a justement inspiré à « je vais toucher à ça », tu sais, je vais me mouiller là-dedans? Ben, toute la vérité, là, c'est que elle m'a tout le temps fascinée, là. Pour vrai, là, j'ai comme je sais pas, 7-8 ans de plus jeune qu'elle. Fait que j'ai jamais croisé, là, dans la vraie vie. Mm-hmm. Mais je me rappelle, là, d'une de ses premières entrevues à Tout le monde en parle avec son petit accent français. Puis c'est toute son apparence, puis son espèce de... Elle me fascinait, puis elle m'énervait vraiment quand même, là. J'étais comme, elle est bien bizarre, elle sonne faux, puis... Ben, c'est sûr qu'après ça, tu sais, on voit sa vie avec un recul qu'on n'avait pas à ce moment-là. Ben, exactement. Et c'est sûr que là, maintenant, ben évidemment, on n'aurait peut-être pas le même discours, on n'aurait peut-être pas la même approche sur ce qu'elle fait, mais on n'a pas... Même si pourtant elle a parlé explicitement de son mal de vivre dans ses livres et tout ça. Dans ses livres, dans ses chroniques, elle a annoncé là, son suicide 5000 fois. Là, Desfortins aussi l'a fait, puis après ça, ben, c'est parce que maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, non, c'est pas clair ce qu'on peut faire pour empêcher quelqu'un de faire ça, puis quelqu'un qui finit par le faire aussi, il peut pas vivre pour les autres, là, à un moment donné. Ben, c'est pas que j'encourage au suicide, mais j'ai l'air de deep, là, mais c'est parce que j'ai pensé beaucoup à cause de mes films, là, tu sais, puis... c'est un thème récurrent. Ben, un petit peu, là, dans mais pas dans Jeune Juliette, mais on va y venir. Oui, c'est ça, les gens vont être déprimés, là, non, mais on va parler de Jeune Juliette. On va avoir le temps. Mais non, c'est ça, j'y ai pensé beaucoup, puis tu sais, je pense que même Nelly Arcan l'a dit à un moment donné, même si les autres veulent pas que tu te suicides, t'as beau les aimer, là, c'est pas pour, tu peux pas vivre pour eux. En fait, il y a plus rien qui te tient, il y a plus rien qui te tient. Puis ça, pas que je veux dire, je comprends pas ça, là, parce que je pense pas être dépressive comme je le suis pas, là, mais bah, t'es occupé, là. Mais non, ben, c'est ça. Ma vie roule, puis tout ça, puis je suis bien entourée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je respecte ça d'une certaine façon. Pas je respecte quelqu'un qui se suicide, mais je veux dire, la détresse, là, forte comme ça, je la juge pas, en tout cas, tu sais. Puis bon, elle m'a toujours fascinée, puis j'avais ouvert un petit dossier sur mon ordi, puis je me disais, OK, un jour, je vais faire un film sur elle, mais je pensais plus dans 15-20 ans, puis là, il y a Nicole Rebal, la productrice, qui m'a approché pour faire un film sur elle. Pourquoi t'as approché toi? Je pense que Nuit numéro 1, Les Êtres chers, elle a fait, OK, il y a une sensibilité, je sais pas, des thèmes en fait communs probablement. Elle avait beaucoup aimé mes premiers films. Puis, OK, elle t'a approché, elle savait pas que toi-même tu t'intéressais déjà beaucoup. Non, c'est ça, j'ai dit. Ben oui, c'est ça. C'est juste que pour moi c'était rapide en maudit, là. J'étais comme puis je me suis dit en même temps, mais si je dis non, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, tu sais, cette productrice là va approcher quelqu'un d'autre, puis là j'ai fait OK, je vais le faire. Puis Nelly Arcan, ben évidemment elle a médiatisé toute sa vie, puis elle s'est inventé un personnage, elle a mis Nelly Arcan en roman, après ça on sait pas c'est quoi la part de vrai, la part de faux, et tout ça, fait qu'en partant quelqu'un comme ça, comment qu'on fait pour l'adapter à l'écran? Puis j'ai pris le parti pris de mettre 5 Nelly Arcan. Bon là c'est-tu votre ami? Non, c'est vraiment y a-t-il un cachet? T'as mis donc 5 Nelly Arcan à l'écran.
Vous y répondez pas? Non. Ça arrive des fois. Il répond pas toujours. C'est chien, c'est Non, c'est correct. OK. Ouais, ben effectivement, là, au fil de mes recherches, je comprenais pas le personnage, Nelly Arcan, là, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'elle mentait quand même beaucoup, était une personne avec son chum, une personne avec sa mère, quoi que, tu sais, ça c'est normal. Oui, tout le monde s'adapte dans différentes mesures. Je pense qu'on s'adapte, là, mais que dans son cas, elle, c'était quand même extrême, là, dans le sens, bon, entre autres la prostitution, l'étudiante en lettres, la romancière, l'escorte, là, tu sais, c'était beaucoup, là, c'était un peu schizophrénique, puis je dis pas qu'elle était schizophrène, mais je dis qu'à un moment donné, toutes ces personnalités... de compartimenter tout ça, c'est comme, c'est pas humain. Non, je pense qu'à un moment donné, elle était plus capable de tenir le coup, là. C'est ça, de réconcilier tout ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que on en a mis 5 à l'écran. Parce que j'étais comme... j'arrivais pas, je comprenais pas. De pas décider non plus c'est elle la vraie, ou tu sais, il y a un degré de vérité dans chaque... Oui, c'est ça, aussi. Puis je trouvais aussi que ça permettait d'aller dans quelque chose qui, puis tu l'as dit au début, là, assez mis en scène. Oui. Puis faire ça, je trouvais que ça participait, mettons, l'escorte dans Nelly, c'est une escorte, là, tu sais, qui travaille dans un penthouse, qui est vraiment l'escorte de luxe, qui est toutes les espèces de clichés de la prostitution. C'est comme c'est comme Isabelle Fortier qui s'imagine pratiquer le métier d'escorte un peu, presque le film, là, c'est glam, effectivement. Je pense pas que c'est trop, dans le sens où on le voit que c'est dur dans le film, là, mais on dirait, puis même l'écrivaine, l'autrice, faut-il dire. Je sais pas qu'est-ce que je pense de tout ça. Mais en tout cas, qui écrit dans son bureau, ben c'est Virginia Woolf, là, qui, tu sais, c'est comme vraiment une écrivaine, presque avec une plume, là, tu sais, c'est très romancé, puis je pense que c'est un peu comment elle voyait la réalité des fois, un peu, tu sais, une façon de se mettre en scène, finalement. Je trouve particulièrement triste, c'est quand elle recommence à devenir escorte, justement, puis là, ben, est un peu trop âgé pour ce métier-là, ou je sais pas quoi, puis elle veut pas le voir. Son deuxième ou son troisième roman, je ne sais plus très bien, il est moins bien reçu par la critique, il va un peu moins bien, fait que cette peur de vieillir-là la hante, puis ben, elle a stoppé vieillir. Ouais, ben oui, je pense qu'elle a été bien effrayée de tout ce qui vient avec l'âge, là. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été une grande souffrance pour elle, disons je parle de déclin, mais je parle de déclin du succès, pas nécessairement de déclin de la qualité là, des œuvres. Mais ça, je pense que ça a été... c'était invivable pour elle, parce que là, effectivement, tu fais « OK, mais là, je suis rendue trop vieille pour être escorte, mes livres pognent moins. » Puis tu sais, c'était une femme ultra sensible, là, tu sais. Fait que je pense que tout ça a participé à sa fin. Puis comment qu'on fait un film dans lequel tout le monde connaît la fin avant d'aller le voir? Je pense que le but c'était d'essayer de rendre le personnage fascinant, comme à chaque seconde, puis à la fois aimable puis détestable. Puis moi, c'est ça que je voulais, là, tu sais, des fois c'est normal de voir ce film-là puis de la mépriser un peu, là, tu sais, elle fait pas toujours les bons choix, là, pas toujours avec les bons gars. Pas particulièrement sympathique. Non, c'est ça. On fait pas comme wow, un rayon de soleil. Hey, je vais être son ami. Non, c'est ça. C'est pas comme Juliette, justement. Oui, exactement. Mais on va y venir. Exactement. Dans 2 minutes, on y est là. Mais c'est ça, je pense que je voulais faire un personnage comme un peu fascinant, mais détestable, mais qu'en même temps tu fais écoute, elle avait tellement de choses à dire, on va l'écouter, tu sais. Puis c'est un peu un film qui est sans compromis, par exemple, j'ai l'impression. C'est difficile à prendre pour le spectateur. Là, je trouve que le cinéma québécois permet ça beaucoup, quand même. Numéro 1 aussi, particulièrement sans compromis. Les scènes de sexualité explicite, évidemment, c'est pas commun dans un film américain ou je ne sais quoi. Ça permet ça, puis ça, j'avais trouvé ça bien, justement, puis j'avais trouvé ça, c'est un film très réussi, Nelly, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, j'ai aimé tous tes films. Alors voilà. Et j'ai tout pas aimé, mais je suis invité pareil. Ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être drôle. non, on fait pas ça, on n'est pas comme ça quand même. Alors, évidemment, donc, numéro 1, Les Êtres chers, Nelly, des films qui sont assez sombres, des films qui traitent presque tous de suicide. Oui. On va t'associer un peu trop à ça et tout ça, puis tu le sais bien, tu dois le voir toi-même, évidemment. Alors, on arrive à Jeune Juliette. Ben oui. Qui est ton film qui sort en fin de semaine sur 25 écrans, qui est une bouffée d'air frais, qui est un film qui est très positif, qui est, semble-t-il, lui aussi biographique quand même, de ce que j'ai lu en entrevue. Quel aspect de ça a été... Ben, quand même un peu. C'est sur une petite fille rondelette / grosse de 14 ans, puis le film parle d'elle, Juliette. Puis ce qui est biographique là-dedans, c'est ça, là, c'est que je pesais genre 75 livres de plus de 12 à
20 ans. Fait que, tu sais, j'étais quand même, j'étais chubby, là, grosse. Puis, comme elle, j'étais vraiment outsider. Puis, j'avais une amie, je tripais sur des gars, il y en a aucun qui voulait rien savoir de moi. Puis, tu sais, je me faisais quand même un peu écœurer. C'était pas si pire, tu sais. Il y a des histoires de bullying vraiment pire que ça, là, mais, fait que ça, c'est la partie autobiographique, sauf que c'est tout, tu sais, mettons, tout le côté de Juliette qui est quand même un peu cru, ou en tout cas impoli, ou son côté un peu méprisant, puis too cool for the gang. Moi, j'étais pas de même, là. J'étais vraiment plus gênée, timide, puis si le monde m'écœurait, ben je venais les yeux pleins d'eau, rouge comme une tomate, puis genre je me sauvais. Ça aurait pu être un tuto de film, si t'avais fait ça. Ça aurait pu être un drame, là. Il y en a eu en maudit, là, des drames de, tu sais, des 1,54, là, puis des drames de bullying qui finissent très mal, mais moi, j'étais comme non, c'est une comédie, parce que la majorité du temps, pour vrai, même si à 14 ans, on est un peu loser, ça va aller mieux, là. Mais c'est beaucoup ça, les comédies, je trouve, avec des personnages losers, entre énormes guillemets, c'est le fantasme de « Ah, si j'avais dit ça! » Ouais, si j'avais dit ça après coup, ça aurait été tellement cool. Mais vraiment, là, mais c'est ça, à 14 ans, j'étais pas capable, mais là, tu sais, à 37 ans, j'ai comme pris ma revanche, j'étais comme maudit. Mais t'as dit à plusieurs reprises que c'était un petit bout biographique, puis t'as étudié à l'UQAM. Est-ce que t'as eu Hubert Rive-Rose, non? Le professeur? Ben non. On en parlait ensemble. Ben non, c'est drôle, on parlait de l'UQAM, mais non, j'ai pas eu Hubert, mais je le connais un peu, là, mais. Parce que lui, il disait toujours que c'était beaucoup important que ça soit biographique. Bon, je pense qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Ça, je comprends aussi tous tes films d'aspect légèrement biographique, ben peut-être moins Nelly, là, mais disons les. Ben moins Nelly, mais en même temps, si j'ai fait Nelly, c'est parce que j'avais l'impression de comprendre quelque chose. Ouais. Sinon, si j'avais rien compris à ce personnage-là, j'aurais pas voulu le faire, je pense. Mais oui. Sauf qu'en même temps, tu sais, dans Jeune Juliette, il y a plein d'affaires inventées. Là, tu sais, moi, ma mère, elle vit pas à New York. J'ai toute cette histoire-là avec le plus beau gars de l'école. C'est du fantasme. Ça m'est pas arrivé. Ben là, dis pas ça. On sait jamais quand même. Mais je trouvais, le film, supposons, a plusieurs, tu l'as qualifié de comédie. Le film a plusieurs éléments humoristiques, mais pas nécessairement une comédie dans le sens classique du terme. Il y a des éléments dramatiques, mais il est pas du tout dramatique. Je crois que les drames étaient un peu à hauteur d'homme. C'était pas des gros drames, tu sais. Son père, Robin Aubert, qui derrière devrait selon moi être dans tous les films. Oui. Je suis assez d'accord. Vraiment, il devrait jouer des femmes, des hommes, des enfants. Ah oui, il devrait faire tous les rôles dans tous les films. Ben, dans ton film, Julien. Ah ben oui, dans mon film. Ben oui, dans le numéro 2. Ben oui, Robin dans les deux rôles. Salut. Qu'est-ce que je disais là? Que le père, c'est un père aimant, compréhensif, peut-être un peu simple. Je saurais pas comment le qualifier, mais tu sais, c'est un bon père, là. C'est un père gentil. C'est un bon papa de banlieue. Il est dans une bonne famille. Il est bien entouré. Ses amis, sont aussi un peu rejets, disons, mais sont quand même des bons amis intelligents, tout ça. Fait que c'est pas dramatique. Il y a jamais de moment. Puis même, au final, ça, comment dire, je vais pas spoiler, mais il y a rien, ça va jamais trop dans le dramatique. Bon, ça, j'essaie de dire. Oui. Mais ça, je voulais ça, en fait. Honnêtement, là, j'ai comme. Mais c'est le fun. Ça peut faire du bien aussi, là. Je pense que je voulais faire un film réconfortant, à quelque part, tu sais, comme que tu vas au cinéma, puis pas que tu vis absolument rien, puis que c'est plate, puis que t'as aucune émotion, mais que t'es pas comme j'espère qu'elle va pas se faire violer, j'espère qu'elle va pas mourir, j'espère qu'elle va pas j'espère qu'elle va. Tu sais, je voulais un film confortable. Ça à la fin, ça aurait été un peu weird. Ouais, mais c'est ça, tu sais, j'étais comme non, c'est quand même un feel good, là, c'est ça que c'est, tu sais, puis je l'ai assumé, puis en même temps, tes problèmes à 14 ans, il y en a qui ont des gros problèmes, là, mais ce que je voulais un peu dire, c'est que à 14 ans, ça passe. Il paraît c'est big, mais oui, c'est ça, tu sais, c'est des petits problèmes. Maintenant, nous, on rit de ça. Mais je pense, en tout cas, de la façon dont j'ai voulu faire le film, on la prend quand même au sérieux dans ces problèmes. Je suis pas en train de la regarder de haut puis dire juger mes personnages. Là, j'essaie d'être que le regard soit humain. Là. Pour elle, c'est important. Oui. Ben oui, absolument. Puis tu parles d'éléments biographiques, justement. Ben, jeune Juliette, est-ce qu'on va voir une vieille Juliette ou t'as fait un peu moins jeune Juliette. Un peu moins jeune Juliette, moyen Juliette. Tu peux juste s'encourager à faire des suites. Oui, mais c'est ça. C'est non, les suites. C'est payant, les suites. Non, mais lui, ça va être ton plus gros succès au box-office. Si on fait un gros succès au box-office, je vais faire une suite. Moyen Juliette. Sûr, là. Ben, tu sais, tu finis les êtres chers avec une référence explicite aux 400 coups, puis ben, Antoine Doinel, c'est l'alter ego de François Truffaut. C'est-tu ta Antoine Doinel, ta Juliette Doinel? Ah, peut-être. Ça, c'est sûr, ça se peut, là. Je veux dire, c'est des personnages que j'adore, là. Puis il y a des journalistes qui m'ont dit, fais une télésérie avec ça, tu sais, parce que les personnages sont fais une série web.
Fais un podcast. Un podcast dans le sous-sol de l'UQAM. Ben ouais. Non, ça va c'est une joke. C'est une joke, ben oui, je sais. Non, mais c'est ça, c'est des personnages que j'aime, là. Fait que j'y retournerai peut-être, mais en même temps, moi, je suis plus comme... je pense tout le temps au prochain film, là, c'est ça, tu sais. Je vous le dis, là, j'ai un vrai... je sais pas si c'est un déficit d'attention ou une fuite par en avant, mais comme dès qu'un projet est fini, comme là, je pense que c'est une de mes dernières entrevues, là, puis là, on dirait que je vais faire... fini, genre. J'ai donné tout ce que j'y repenserai plus. J'ai jamais vu aucun. Tu n'as jamais repensé à notre entrevue? Oui! Ça, oui! C'est sûr. Mais non, mais toutes les relations humaines que je vis, je vais y repenser, là. Mais là, j'ai pas revu aucun de mes films, là. Nuit numéro 1, tout ça, je les ai jamais revus, là. Non, je sais plus de quoi ça parle. Regarde, pendant que c'est encore frais à ta tête, là, parce que tu vas tout oublier ça bientôt. Une question puérile, là. J'ai remarqué que dans tout le film, il y a un seul fondu en œil. Il y en a un en cœur puis un en œil. Ah, c'est ça. Je me demandais si c'était un hommage à Star Wars qui faisait toujours des fondus. Ben, j'aime ça, moi, cette transition-là qui est sous-utilisée, là, toutes les transitions en étoile, en cœur, faut qu'on voit cercle. Faut qu'on voit. C'est vrai que c'est clairement sous-utilisé. C'est peut-être pas pour rien. Il n'y a jamais de transition en étoile. Je sais pas sauf aux transitions en étoile. Ben non, mais je sais pas, j'aime ça. Ben c'est décomplexé, c'est ludique. C'est ludique, puis je pense qu'il y a un petit côté un peu BD au film qui a fait qu'on pouvait se permettre ça, tu sais. Ouais. Moi, le fondu en cœur, je le trouve beau, là. C'est des écritures à l'écran aussi. Ouais, les écritures à l'écran. Je l'ai fait avec des amis, puis ils disaient, ça ressemble à Funny Games. C'est drôle de parallèle. C'est plus, ouais. Non, c'est plus comme Godard, là, qui écrivait dans l'écran. Mais en même temps, moi, ce que je me suis dit, j'aime ça, puis je me suis dit, je trouve que les petites filles, mettons Alexandre et Juliette, là, mes deux, Léane et Juliette, excusez, les deux petites de mon film, très près là-dessus, mettons. Ça se met à leur hauteur esthétique, là, dans le sens tout ce qui est un peu... Pour jeune Juliette. Comme si eux avaient fait le montage. C'est ça, comme si elle, qu'est-ce qu'ils feraient? Des split screen, ils écriraient dans l'écran, ils feraient des transitions funky, tu sais, c'est des petits hipsters, là, genre, qui feraient des expériences formelles. Moi, puis tu sais, même de la façon dont tout est vu, tu sais, le prof d'éduc, là, c'est sûr que c'est dans leur regard à elle, là, l'espèce de prof vraiment colon, dégueulasse, poilu, tu sais, il y a comme un côté BD qui est dans leur esthétique à elle. Penser au prof d'éduc du petit Spirou, je sais pas c'est qui. Monsieur Mégo. Ouais. Mais ça faisait un peu bon, mais il est même pas similaire, là. Mais prof d'éduc qui se peut pas, là, pas d'allure. Ouais, c'est ça, tu sais, tortionnaire, là. Ouais. Je sais pas, c'était dans leur tête à elle, là, cette esthétique-là. OK. D'accord. Ben, écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Nicolas aussi, je crois. Écoute, puis j'encourage tout le monde à aller le voir. L'important, oui, après ça, le film, il va se trouver sur iTunes, puis Super Écran, puis je sais pas quoi, mais la vie en salle d'un film, c'est la première étape de sa vie, puis c'est souvent ce qui ponctue le reste par la suite. Si le film a connu un bon succès en salle, ben après ça, les gens sont curieux de le voir, ou en entendu parler, ou vont... Oui, il y a des contre-exemples, mais souvent c'est ça. Fait que allez le voir, vous allez passer un bon moment de toute façon. Puis, c'est ça, je pense que c'est le fun à regarder en plus. Puis pour t'encourager, justement, tu disais le cinéma va mourir ou quelque chose comme ça. Il y avait des affaires. Il y avait des très jeunes, un couple d'adolescents, un petit couple cute qui était assis pas loin de nous autres, qui avait l'âge à peu près des personnages. Puis là, ils venaient s'appeler, dire là après on va aller voir ça, puis il était à faire. Puis il était au cinéma des jeunes. Il était au cinéma. Ça c'est une bonne nouvelle parce que hier après-midi, en plein après-midi, puis après ça ils marchaient ensemble par la main. Est-ce que t'as peur que seulement des adultes aillent le voir? J'aimerais vraiment ça que les jeunes y aillent, mais je pense vraiment que c'est pas un film pour ados. Je pense que c'est plus un film pour des adultes, honnêtement. Moi, j'aurais aimé ça le voir ado. Moi, j'aurais vraiment aimé ça. Moi, j'aurais vraiment aimé ça, mais moi, j'étais du côté des wild, là, des outsiders. C'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que je sais pas si, mettons, les ados, là, c'est pas à vos marques party ou... c'est pas à vos marques party, je te confirme. Mais encore moins de deux. En même temps, j'aimerais vraiment ça qu'ils y aillent. Je pense qu'ils aimeraient ça, mais je sais pas si on va réussir à les faire sortir de chez eux. C'était les seuls qui étaient là. Les autres, c'était des personnes âgées. Ouais, au beau bien Donc, c'est un film de 77 ans. C'est comme les Lego. Hein. Tout le monde a pris. Le pire, c'est que ce film-là, c'est le seul que je peux dire ça. C'est vraiment pour tout le monde. C'est un peu un petit côté conte pour tous, là, je pense. Oui. Je pense numéro 1 pour tout le monde aussi. Oui, complètement. Mon neveu de 7 ans adorait ça. La Régie Cinéma de Québec, il a donné la note de 16 ans et plus, mais en tout cas, mais bon. Donc, tu parles que t'es toujours à un autre projet, t'es toujours rendu ailleurs, t'as déjà oublié notre entrevue. Tu me disais que ton prochain film, ce serait des pirates informatiques qui voyagent dans le temps, c'est ça? Oui.
Oui. C'est une excellente idée de film. J'aille pas ça. Des hackers. Mr. Robot. Je peux te jouer dedans? Rencontre. Oui, ben oui. T'as l'air d'un hacker quand même. J'ai l'air d'un hacker. T'as vraiment une face de hacker. Non, j'ai l'air de faire ça. C'est bon, ça? Ouais. Oh, Dieu, Julien Hacker. Oui. Ben oui. Non, un peu. Non, pas peut-être. Non, on a des problèmes techniques à chaque semaine. Ça marche. Ça marche pas vraiment. Alors, merci beaucoup, Anne-Aimon. Merci. Écoute, c'était correct, c'était pas trop. Non, c'était le fun, mais c'est plate qu'on n'ait pas répondu à l'autre. Je me sens coupable, pauvre. Oh, ça, t'es pas coupable. Non, ils vont rappeler. Ok, je suis contente pour vous. Ils rappellent toujours. Faites-en pas. Allez voir Jeune Juliette en salle. Ça se joue dans 25 salles au Québec. Allez voir ça. Les Êtres chers se trouvent à la Grande Bibliothèque, même si on a perdu un des DVD. Nelly, évidemment, le numéro 1. Beaucoup aimé ça, écouter ça à 1h du matin. Merci, Anne, d'être livrée au jeu Décidéré. On se revoit dans 4 ans, ton prochain film. Là. Ok, super. Ok, bye. 2 ans. 2 ans. On se voit dans 2 ans. Bye bye.